exactement. Donc n'hésitez pas, alors, je le dis à chaque webinaire, à nous poser des questions si vous en avez durant le webinaire. On essaiera de vous répondre à la volée. Et si c'est pas le cas, on fait une réponse plus structurée en décalé en vous envoyant le support du webinaire. Vous retrouverez également notre intervention sur les réseaux. Pour avoir accès à un replay, il suffira de suivre le lien que l'on vous partagera sur la page de la robe numérique. Et voilà. Je vous propose qu'on attende une petite minute. Est-ce que pendant cette attente, vous pourriez nous dire quel est votre métier? Pas l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais juste votre fonction, qu'on sache un peu qui vous êtes, parce que vous allez nous connaître dans quelques minutes, et sinon c'est un peu frustrant. Une petite Voilà. disparité. Bah c'est ça, c'est pas très équitable. Donc Ouais, et puis après, c'est intéressant aussi pour pouvoir bien comprendre les attentes aussi du webinaire et pour ajuster aussi un peu tout ce qu'on peut raconter sur tout ça. Donc, un chef de projet dans service numérique dans un syndicat intercommunal, un délégué à la protection des données. Bon, j'attends encore quelques réponses et puis on va se lancer. On va démarrer. On va classiquement démarrer par nos présentations, puis ensuite, dans le cadre de cet échange ce matin, on va évoquer donc l'hébergeur en données de santé, donc panorama d'une activité à haut risque. On a voulu parler du cadre évidemment légal, juste faire un bref rappel, et ensuite venir sur les étapes de la certification HDS, pour enfin, et on passera plus de temps sur cette partie, parler des difficultés, ou en tout cas des éléments qu'il faut savoir mettre en avant et aborder pour choisir le bon hébergeur en données de santé. On a aussi des personnes qui travaillent chez des certifiés HDS, donc et aujourd'hui sur du pilotage de conformité RGPD, donc dans le milieu hospitalier. Très bien. Bon bah je vous propose, évidemment, on est en plein dedans. Donc je vous propose qu'on commence. Donc je suis Oriana Labruyère, donc je suis avocate et déléguée à la protection des données. J'ai fondé le cabinet La Robe Numérique Avocat. Et donc je vous retrouve ce matin pour parler avec Bertrand Servari. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Mais donc Bertrand, donc à la base, je suis informaticien mais surtout entrepreneur, et donc j'ai créé en 2007 NetExplorer, qui est une solution pour gérer tout ce qui est stockage et partage de données pour les organisations, mais orienté sécurité et conformité. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, j'interviens en tant qu'acteur certifié HDS. Donc chez NetExplorer, on est hébergeur de données de santé. Du coup, ça nous permet d'équiper de nombreuses organisations, que ce soit des associations ou du privé ou du public, qui traitent de la donnée de santé. Et puis l'idée, c'est aussi de vous faire part de notre retour d'expérience en tant que nous, hébergeurs de données de santé, que vous puissiez voir un peu le revers de la médaille de la partie hébergement pour la santé. Alors on va commencer très classiquement par une petite définition et le cadre législatif. Alors, la définition de la donnée à caractère personnel qui concerne la santé, vous le savez, mais je préfère le répéter pour ceux qui nous écoutent ou qui seront sur le replay. Ce sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc, c'est une définition qu'on pourrait qualifier d'extrêmement large. Et dans le cadre de la loi informatique et liberté, qui a été modifiée suite à l'adoption du RGPD, donc le règlement général à la protection des données, on a un principe alors moi que je dis de redevabilité des acteurs, donc c'est le principe d'accountability, qui pose un allègement des obligations de formalité. Donc on va peut-être pas l'évoquer, mais avant ce système, il y avait quand même des obligations de formalité beaucoup plus lourdes, notamment avec des demandes d'autorisation préalable auprès de la CNIL. Aujourd'hui, on a quelques actions à mener pour
mettre en conformité son entreprise, et ce, quel que soit son secteur d'activité, donc la réalisation d'un registre des traitements, la réalisation d'analyses d'impact, l'information des personnes concernées, donc ce sont les personnes pour qui vous collectez cette donnée de santé, l'encadrement de la relation avec les sous-traitants, et ça, on va beaucoup en parler aujourd'hui, la désignation d'un DPO, et puis la sécurité des données, sujet que l'on va largement aborder également. Alors, peut-être sur cette partie-là, Bertrand, tu pourrais nous illustrer peut-être des actions que vous avez dû mettre en œuvre ou que vous avez choisi de mettre en œuvre en priorité? Alors, après, c'est vrai que, alors nous, ça arrivait à 2 instants dans la vie de NetExplore. C'est que, déjà, il y avait la partie, conformité vis-à-vis du RGPD, et après la partie HDS est arrivée dans un second temps, donc à amener des mesures complémentaires. Après, nous, on est certifié HDS depuis 2019, donc juste pour mettre un peu de timing sur tout ça. Déjà la partie DPO, donc nous en tant que fournisseur et fournisseur de solutions de gestion de documents pour les organisations, le fait de passer par un DPO, c'était quand même quelque chose d'important, pour garantir aussi à nos clients, la conformité de nos traitements, et amener quand même une certaine neutralité, vis-à-vis de nos clients. Et de se dire, on s'appuie sur un DPO, encore plus dans notre cas, un DPO externalisé, qui du coup va être le garant, pour nos clients, du respect, de la conformité RGPD, et du respect que les traitements sont faits en bonne et due forme. Donc ça, c'est nous ce qu'on a mis en place dès le départ quand le RGPD, est entré en jeu. Et après, c'est allé un peu plus loin, au niveau de la quand on est allé jusqu'à la partie HDS, parce qu'on y reviendra sûrement après, mais pour la partie hébergement de données de santé, déjà avant d'être hébergeur de données de santé, il faut être certifié ISO 27001 pour l'aspect sécurité système d'information, et donc nous, on s'est lancé sur toute cette démarche-là de sécurisation, du SI. Donc c'est vraiment le point 6, tout ce qui est sécurité des données, et pour aller après jusqu'à la partie HDS. Alors, justement, pour comprendre pourquoi il y a le préalable de l'ISO 27001, qui est pas dit comme ça dans les textes, mais qui est évidemment nécessaire pour monter la marge de l'HDS, on va juste rappeler ce que dit le Code de la santé publique. Donc, c'est l'article, pour jargonner un peu, L 1111-8 du Code de la santé publique, qui nous dit que les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Donc là, on retrouve la définition de données de santé à caractère personnel qui est extrêmement large. Et on a cette notion d'agrément vis-à-vis des professionnels de santé, des établissements ou des personnes. Alors l'objectif, il a été défini, je vous ai mis le lien par le ministre. L'objectif, il avait été précisé, c'était d'organiser et d'encadrer la conservation et la restitution des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic. Donc là, on reprend la définition. Donc c'est vraiment l'organisation et l'encadrement de la conservation et de la restitution. Ces deux notions, je pense qu'elles sont importantes à bien soulever. Conservation, restitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de conserver de la donnée dans le temps, qu'elle ne soit pas altérée. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et dans l'idée de la restitution, il faut toujours avoir en tête que c'est une restitution qui doit être utile. C'est-à-dire, on ne doit pas livrer des données qui seraient inexploitables. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'on ne peut pas anonymiser la donnée, puisqu'elle ne pourrait pas être restituée techniquement. Dans ce cas-là, elle pourra être conservée, mais une fois qu'elle est anonymisée, finalement, on ne pourrait rien en faire. Donc, la solution qui viserait à dire « Ah ben non, on anonymise tout » ne marcherait pas. Donc là, vous, est-ce que tu peux donner des illustrations sur ça chez NetExplorer? Ouais, et même de manière plus globale, en fait, ça fait vraiment sens avec ce qu'on appelle en informatique la partie réversibilité des données, et c'est un point clé à prendre en considération, encore plus avec la donnée de santé, quand on opte pour un fournisseur. Alors parce que comme tu disais, si la donnée est altérée et qu'on ne peut pas la récupérer et la relire, effectivement, ça répond pas à cette problématique-là, mais également s'il n'y a pas de cette notion de réversibilité incluse au niveau des offres, c'est-à-dire que peut-être qu'on va utiliser un service, mettre de la donnée, dans un service très spécifique, peut-être même dans un autre format, et en fait, on va se rendre compte au bout d'un petit moment qu'on ne peut pas faire marche arrière, et que si du jour au lendemain,
je veux plus utiliser ce service-là, ce support-là et je veux travailler sur un autre support et en fait, je peux pas. Et ça, c'est vraiment un point clé. J'aime bien cette image d'entonnoir, en fait. Souvent, quand on utilise des outils numériques, on s'en sert naturellement. De toute façon, c'est fait pour que ce soit très facile à utiliser, très facile à exploiter et on empile de la donnée, mais en fait, petit à petit, on va vers un sens d'issue et une fois qu'on a tout mis, on se dit: «Mince, comment maintenant je fais, pour changer de fournisseur?» parce que j'ai un problème de conformité, parce que j'ai besoin de relocaliser la donnée, bon, peu importe. Et ça fait partie des points clés, en fait, à prendre en considération, dans la notion de restitution des données de santé et dans cette partie de réversibilité. Et ça fait partie aussi des exigences du HDS. Au-delà de même de quitter un éditeur pour un autre, un hébergeur pour un autre, il y a aussi, en cas d'incident, si on a besoin de remonter de la donnée, on a besoin d'avoir une restitution d'une sauvegarde qui soit exploitable, qui n'ait pas altéré les données et qui donc soit qui est une sauvegarde qui aurait été testée en conditions réelles d'incident, qui nous permettent de vérifier la qualité de ce qu'on stocke et de ce qu'on conserve au sens large toute la durée de la vie du contrat. Aujourd'hui, c'est quand même, Ouais. nous on le voit au quotidien, c'est quand même une action qui est pas qui est pas faite de manière hyper intuitive. C'est pas intuitif chez les clients aujourd'hui. On nous dit, on est sur le drive, quel qu'il soit. Hein, je dis, on est sur un espace de stockage distant, on va le dire comme ça en bon français. Et ça suffit en fait. Ma sauvegarde est là. Et Eh en oui, réalité, c'est pas du tout ça. Et là, dans le cadre de ouais. l'HDS, même si là on parle plus globalement de l'hébergement, dans le cadre de l'HDS, on nous dit bien que l'objectif c'est d'organiser et d'encadrer la conservation et la restitution. Il y a comme cette idée que c'est pas simplement la mise à disposition. Hein. Mmh. Mais ça c'est intéressant. En fait, ça fait sens avec la notion d'intégrité, sur l'intégrité des données, et effectivement, c'est le fait de l'exemple que tu donnes est très bon autour des drives. Le fait, par exemple, d'utiliser un simple drive pour mettre de la donnée, bon, outre les problématiques de conformité que ça peut poser s'il n'est pas conforme aux attentes du règlement, mais ça, on va y revenir. C'est pas parce qu'on met de la donnée sur un support tiers fourni par un fournisseur que l'intégrité, et cette notion de conservation des données est garantie. Parce qu'en fait, il y a pas de si le drive en question, si le fournisseur en question ne met pas des mesures, spécifiques qui vous sont garanties avec un contrat spécifique détaillant vraiment tout ce qui est mis en place et qui vous offre pas une vraie garantie par rapport à ça, concrètement, la notion d'intégrité et de conservation de vos données, elle est pas plus garantie que quand vous la mettez sur la clé USB. Oui. Alors justement sur la question de la garantie, comment démontrer, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre solution que de faire des tests de remontée de sauvegarde, de faire des réels tests en stress test en fait pour vérifier la qualité de la sauvegarde et l'impact quand je Ouais. la remonte en fait. Mais alors après, alors nous déjà, en fait, il y a vraiment, je pense qu'il y a l'aspect côté client et l'aspect côté fournisseur. Nous, concrètement, ce qu'on va faire côté fournisseur pour garantir l'intégrité des données, le schéma classique, c'est déjà la donnée, la stocker sur plusieurs supports différents, pas que sur un seul support. Sur plusieurs sites également, parce qu'on l'a vu des fois, même sur des data centers, il peut y avoir des incendies ou la destruction, il peut y avoir de la perte d'informations, donc il faut absolument être sur 2 sites, totalement séparés, totalement distants. Et après, ce qui est important aussi sur la notion de conservation de données, c'est la notion de rétention des données. C'est-à-dire que même quand une donnée est supprimée, elle n'est pas supprimée instantanément dans les sauvegardes. Il y a un délai, en général de 30 jours, avant qu'elle soit supprimée. Et c'est vraiment quand on a mis tout ça côté fournisseur que là, on peut dire, voilà, là, l'intégrité et la conservation des données, elle est garantie parce qu'on a mis toutes les mesures nécessaires pour les conserver dans la durée. Et après, c'est à côté client, comment s'assurer de ça? Mais en fait, c'est très simple, c'est l'aspect contractuel. Ce qui n'est pas écrit dans le contrat ou ce qui n'est pas écrit sur le devis ou la facture, c'est que vous l'avez pas acheté. Et donc en fait, à partir de ça, il suffit de regarder concrètement ce en quoi le fournisseur s'engage et il faut pas se leurrer, il s'engagera pas pour des services qui ne sont pas écrits au niveau des contrats. Alors Voilà. c'est là c'est vrai qu'on peut inviter quand même tout le monde à demander des précisions, à presque passer pour idiot quand il y a des termes techniques, de se demander ok mais concrètement c'est quoi et faites-vous expliquer les choses parce que le terme sauvegarde par exemple la mise à disposition on pourrait comprendre certaines choses parce que nous on a envie de comprendre dans tel sens l'explication et puis votre fournisseur va vous dire non non ça ce que je veux dire c'est que et là, il vous explique sa propre définition à lui. Donc, n'hésitez pas à bien être très clair sur vos attentes. Et en Mmh. matière de données de santé, je vais dire encore plus. On avance pour parler de puisque ça va être l'illustration, hein, du périmètre et de la procédure de certification. Alors alors deux périmètres, je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Lorsqu'on
cherche un hébergeur HDS, il y a 2 types d'hébergements, sachant que, ils sont cumulables. S'ils sont cumulables, ça veut dire qu'il y aura 2 certifications. Je préfère le dire tout de suite. C'est pas une certification pour l'ensemble, c'est vraiment 2 certifications. Une pour le périmètre hébergeur d'infrastructure physique et une autre pour hébergeur infogéreur. C'est très bizarre à dire comme, comme mot, mais voilà, c'est bien ça le sujet. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton côté, tu peux nous décrire un petit peu, donc on a la définition hein, que je vais Ouais. donner très rapidement sur infrastructure physique, hébergeur en infrastructure physique. Bon, tout le monde comprend que c'est la mise à disposition de sites physiques permettant d'héberger. Hein, donc, ça va être un rack, basiquement avec un espace de stockage. Et l'infrastructure matérielle du système d'information. Puis sur l'infogéreur, on a une plateforme d'hébergement, une mise à disposition d'infrastructures virtuelles. Donc là, c'est vraiment l'accès de la machine vers le contenu, une administration, une exploitation du système d'information, et puis les sauvegardes externalisées. Ce que ne va pas, évidemment, prévoir l'infrastructure physique, qui lui est basiquement des armoires avec des places disponibles pour se connecter à un réseau. Est-ce que j'ai tout bon? Oui, c'est ça, ouais, bravo, bravo, belle expertise informatique. Alors c'est vrai que ces périmètres de certification sur la partie HDS, de toute façon, si vous allez sur le site du gouvernement et que vous regardez la liste des hébergeurs certifiés, vous verrez, ils mettent bien en avant ces niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tout le monde n'est pas forcément sur les 6 niveaux. Ça dépend de l'étendue de la certification et ça dépend aussi de son métier. Donc c'est ce que tu disais. Pour faire simple, les niveaux 1 en fait, c'est vraiment des couches qu'on va empiler. Donc niveau 1, on part, c'est la base, c'est des data centers qui sont certifiés pour l'hébergement de données de santé. Mais les data centers, c'est, de base, quand on parle juste du niveau 1, c'est une surface vide comme un appartement non meublé. Niveau 2, on commence à mettre du matériel et c'est ce matériel qui est OK pour l'hébergement de données de santé. Et puis après, on continue d'empiler. Niveau 3, où on commence à mettre un système d'exploitation, c'est un peu comme si vous installez Windows et Mac. Après, dans la virtualisation. Après, par-dessus, l'infogérance, donc c'est-à-dire le système, le fait d'avoir quelqu'un qui va faire les mises à jour dessus, etc. Et après, le dernier point, la sauvegarde de l'ensemble du système. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment important à regarder parce que selon ce que vous souhaitez héberger ou faire héberger, en fait, il va falloir prendre un fournisseur qui est sur niveau 1.2, 1.2.3, peu importe, mais vraiment qui est adapté en fait au périmètre. Et c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des fournisseurs qui sont que sur certaines parties. Par exemple, vous pouvez avoir un hébergeur qui va faire que de la machine physique et que les couches basses, qui va être que sur les niveaux, par exemple, 1, 2, 3, 4. Et après, un éditeur logiciel, comme nous chez NetExplorer, on pourrait dire on est que par exemple 5 et 6, on amène que la couche logicielle qui est certifiée HDS, mais par contre, on se basera sur un hébergeur en dessous de nous qui est 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, L'essentiel, c'est qu'à la fin, le service rendu, que toutes les couches soient bien couvertes et qu'il n'y ait pas entre guillemets de trous dans la raquette. si c'est ce qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'il y a aussi des organisations qui peuvent décider de stocker leurs propres données et qui vont aller juste chercher une infrastructure sur laquelle Alors, déposer leur effec serveur, leur espace, leur disque. effectivement, si c'est elles qui l'opèrent et si c'est elles qui le gèrent directement, effectivement, elles ont pas forcément besoin d'avoir toutes les couches. Si par exemple, je sais pas, si c'est un centre hospitalier, ils disent: «Beh, nous, c'est notre service informatique interne qui va gérer l'administration et l'exploitation du système», mais ils ont peut-être besoin des niveaux 1, 2, 3, 4 et après, ils ont pas besoin de 5, 6 parce que ça, c'est eux qui le gèrent, mais en direct, sans sous-traiter cette prestation-là, en fait. Alors, juste, on va évoquer ça tout de suite. De ne pas sous-traiter, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, et on va l'évoquer tout de suite. Ouais, C'est la question de la responsabilité. c'est Je la veux dire, question de la responsabilité, effectivement. aujourd'hui, sous-traiter, moi, en tant qu'élu, c'est quand même un sujet que j'ai aussi dans les communes. La question du sous-traitant, c'est la question de dire, est-ce que j'ai la compétence effective en interne qui me permet d'assurer une qualité de service qui soit équivalent à mon prestataire et qui, du coup, lui, va me rendre des comptes, alors que si moi, entre guillemets, fais n'importe quoi, ou en tout cas, je n'arrive pas à être au même niveau, je vais engager ma responsabilité. Ça marche dans les Mmh. communes, ça marche dans les établissements publics au sens large, ça marche évidemment dans le secteur privé. Tout à fait. Mais c'est vrai que alors ça, c'est le côté un peu, je trouve, un peu ambigu de la partie données de santé. C'est qu'en fait, c'est très clair que dès que, la prestation est sous-traitée, il faut que ce sous-traitant soit certifié HDS. Par contre, quand la prestation est internalisée,
il y a pas de besoin d'avoir une certification HDS. Mais par contre, on se doit quand même d'assurer un niveau de sécurité et d'assurer un niveau de conformité sur les données. Et donc c'est là où passer par un sous-traitant HDS, donc comme tu disais, en fait, ça permet de se décharger de la responsabilité et se dire: «OK, moi, j'ai pas forcément les compétences en interne de gérer l'intégrité, de gérer la réversibilité de mes données, la disponibilité et cetera. Par contre, je passe par un sous-traitant et je délègue la responsabilité et c'est lui qui est garant, de la sécurisation de mes données et de fournir tous ces services-là». Et c'est là où c'est quand même intéressant, dans le cas de la santé, pour moi, de sous-traiter cette partie-là, parce que ça permet quand même de se décharger, d'exigences qui sont mine de rien assez techniques et délicates à mettre en place. Alors, justement, sur, ces éléments délicats, si on revient sur la procédure de certification qui est, on va dire, globalement 6 étapes avec une préévaluation qui est qui est parfois faite et parfois qui n'est pas faite. Donc, on a 6 étapes, donc la préévaluation, la préparation de l'audit, l'analyse de la documentation, l'analyse du site, donc là on comprend bien site physique, hein, Mmh mh. l'obtention de la certification si c'est super, si tout va bien. Et puis, ensuite, il faut surveiller et renouveler. Alors, je voudrais juste, sur la partie préalable, tout à l'heure, tu nous disais que vous aviez mis en œuvre des éléments dès l'entrée en vigueur du RGPD. Est-ce que ces éléments de conformité vous ont permis d'être plus efficaces sur l'obtention de l'ISO et enfin de 7001 et sur du coup l'obtention de la certification HDS. Est-ce que ça a été comme un espèce de tour de chauffe? Est-ce que ça a permis quand même Mmh. de vous mettre, parce qu'il faut peut-être dire à ce moment-là un peu qui vous êtes, quelle est la taille de Net Explorer, que l'on comprenne que finalement vous n'êtes pas une multinationale, pas encore, une multinationale, voilà, Ouais. que Ouais. c'est accessible à tout le monde, quoi, Alors, potentiellement. déjà par rapport à ça, oui, pour donner un peu de contexte, NetExplore, on est une entreprise d'une trentaine de collaborateurs. On est à la fois éditeur logiciel et hébergeur, donc ça on maîtrise toute la couche, de la partie édition logicielle applicative jusqu'à la partie hébergement en data center et on équipe un peu plus de 1 500 organisations et 200 000 utilisateurs quotidiens. Donc dans la santé, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux, et cetera. Donc du coup, la notion de conformité et de sécurité sur les données, c'était clé. Pour revenir à ce que tu disais là, déjà commencer par la conformité RGPD, clairement c'est un super socle, parce que ça pose les bases en fait, pour, déjà commencer à se documenter, s'assurer de sa conformité vis-à-vis de la réglementation et globalement, on peut pas être certifié HDS si on n'a pas de conformité au niveau du RGPD. Ça c'est sûr. Et après pour la partie procédure de certification, donc déjà c'est beaucoup de en fait concrètement qu'est-ce que ça va demander pour un fournisseur? Déjà ça va être d'avoir tout un tas de mesures de sécurité. Alors je disais tout à l'heure la partie HDS c'est déjà partir de base sur la certification ISO 27001. Donc là, c'est la sécurité informatique au sens large, que ce soit en interne pour l'organisation, mais également pour ses clients. Donc là, c'est tout ce qui est mesures de sécurité, des politiques de protection des données, des chartes informatiques, des mesures concrètes de chiffrement, de sauvegarde, et cetera. Et c'est tout ça qui est mis en place et qui est documenté. Et après l'HDS, c'est un règlement qui vient par-dessus et qui rajoute quelques spécificités, notamment sur la réversibilité, sur le fait de devoir préciser où les données sont hébergées, sur le fait de garantir aux clients la notion de réversibilité, notamment en cas de perte de certification HDS, bon, tout un tas de choses. Et après tout ça, en fait, c'est audité par un organisme externe. Donc là, c'est ce que tu détailles là, la procédure de certification. En fait, c'est un organisme externe qui va venir, déjà contrôler, regarder les documents, regarder comment c'est fait, être sûr que toutes les exigences du référentiel HDS sont bien couvertes. Donc à la fois un audit à distance, à la fois un audit sur site dans les locaux de l'entreprise, mais aussi sur site en data center. Donc c'est vraiment, ça va quand même très, très loin. Et après on part sur un cycle donc de 3 ans. Donc c'est une certification complète qui se fait tous les 3 ans et après il y a des audits de surveillance qui se font tous les ans. En fait, tous les ans, on surveille et au bout de 3 ans, c'est audit complet de renouvellement et là, à Est-ce un que cycle ça, d'audit Est-ce que du ouais, coup, concrètement, tout à l'heure, tu disais si on fait le choix de pas faire les 6 étapes seul, ça veut dire que forcément ton partenaire sur l'hébergement, par exemple, si toi tu ne possèdes pas de data center, il va falloir l'emmener avec toi pour l'obtention de la certification. c'est ça, ou choisir un fournisseur qui est déjà certifié. Ok. Du coup, Voilà.
Et donc, Concrètement, ok, donc ça veut dire que ça, cet aspect, parce que si ils auditent le site, ils auditent les documents, c'est-à-dire que concrètement, il va quand même y avoir de la divulgation, je pense qu'il faut quand même le souligner, il y a quand même de la divulgation d'informations dans le cadre de la certification. ouais, alors après, supposons, alors nous, c'est vrai que c'est très complet parce qu'en fait, on a fait les 6 niveaux et on est certifié sur les 6, sur un 2 3 4 5 6. Mais si par exemple, on était certifié que sur 5 6, bah, en fait, on montrerait notre conformité sur tous les points qui concernent la partie 5 et 6. Et après, pour la partie 1, 2, 3, 4, mais en fait, on aurait juste besoin de montrer le certificat HDS de notre fournisseur. Et donc, du coup, ils n'auraient pas besoin d'aller faire les audits sur site, ils n'auraient pas besoin d'aller contrôler ça. Bah, toute cette partie-là serait garantie par le fournisseur sur lequel on s'appuie, en fait, et Ok. qui fournirait le socle sur lequel amener le reste. Alors, tu parlais tout à l'heure de mesures de sécurité. Est-ce que tu peux expliquer, tu nous as parlé d'intégrité. Est-ce que tu peux nous donner quand même quelques éléments concrets de ces mesures de sécurité qui Ouais. sont attendues en fait Alors, beh, concrètement, quand on parle de la donnée de santé, donc déjà, il va y avoir la notion de en fait, on est sur le triptyque disponibilité, confidentialité, intégrité. Donc disponibilité, être sûr d'avoir une notion de redondance et être sûr que la donnée de santé est toujours accessible, est toujours disponible à l'utilisation. On comprend pourquoi, ça peut avoir des impacts très forts au niveau d'un système de santé si la donnée n'est pas accessible. Exemple, les hôpitaux, les attaques ransomware qui ne pouvaient plus travailler. Hem, Après la notion d'intégrité où en fait on va devoir s'assurer, beh, justement que la donnée est bien sur plusieurs sites, est bien répliquée, être sûr qu'on la perd pas et qu'il y ait une vraie garantie de sauvegarde et toute cette partie-là. Et après, la notion de confidentialité. Alors ça, confidentialité, c'est un point clé, mais c'est, être sûr de qui peut accéder à la donnée, mais que ce soit que les bonnes personnes qui y accèdent. Donc là, ça va être des notions d'authentification forte avec de la double authentification pour accéder à la donnée. Des notions aussi de chiffrement des données, pour être sûr que même s'il y avait l'intrusion d'un pirate ou d'un tiers, il ne pourrait pas accéder, pas lire la donnée parce qu'elle est chiffrée et lisible que par le client et les concernés. Et après aussi des notions de traçabilité. Ça, c'est un point clé, c'est identifier qui accède à la donnée et qui fait quoi avec la donnée de santé. Voilà. Et ça, c'est vraiment des mesures de base, en fait, que l'on va retrouver et qui vont être mises en place, autour de cette certification HDS. Est-ce qu'avec les clients aujourd'hui, il y a ce travail pour toi de co-construction? Parce que j'imagine que tu as des clients qui viennent vous voir en disant: «On va héberger de la donnée», des cliniques, des hôpitaux, peu importe, et ou même des médecins généralistes et qui sont pas nécessairement aussi sensibilisés que ça sur notamment la double authentification. Comment tu les accompagnes pour qu'il y ait cette prise de conscience, parce qu'ils peuvent venir te voir, enfin ils peuvent venir voir en tout cas n'importe quel hébergeur en données de santé en disant voilà je veux cet espace-là, ou bien ah sur le site de tel hébergeur il y a écrit qu'il est certifié HDS, donc si je passe par lui c'est bon. Alors Parce qu'on ça, est ouais, on est ça c'est d'accord que c'est pas le cas. ça on est ouais, ça on va pouvoir faire s'étaler un peu là-dessus parce qu'effectivement c'est un point important. En fait, globalement quand les clients, viennent chez nous, généralement ils sont pas mal perdus, hein, et pas grand monde sait, comment être vraiment, quelles sont les mesures nécessaires pour vraiment être en conformité. Et nous, l'idée d'un fournisseur, agréé hébergement, enfin certifié hébergeur de données de santé, c'est de fournir les bons outils et les bonnes solutions qui justement leur permettent d'être en conformité. Et c'est ce qu'ils viennent chercher en venant chez nous, où dès le départ, on va leur dire: «Ben voilà, pour répondre à vos exigences, voilà nous tout ce qu'on a mis en place», et on leur livre en fait un service et une façon de l'utiliser qui est nativement sécurisée et qui leur permet d'être en conformité, sans eux vérifier de leur côté: «Ah ben est-ce que en configurant de telle façon, je respecte telle partie de la loi?» et cetera. Non, l'idée c'est au contraire de fournir un accompagnement et c'est aussi, c'est ça pour moi l'objectif de passer par un fournisseur qui a la compétence et ce niveau d'accréditation, quoi. Du coup, avant qu'on rentre dans l'opérationnel, juste deux petites questions sur la procédure de certification. Le délai moyen chez vous, enfin le délai, il a été de combien de temps? Alors, je pense qu'on peut pas raisonner qu'en délai, simplement HDS parce qu'en fait, pour avoir l'HDS, il faut avoir la 27001, Mmh. donc c'est vraiment un ensemble et c'est au une bonne année. OK, et par rapport, évidemment, on l'a pas expliqué là, mais à chaque étape, notamment sur les audits de documents, les audits de sites, il est possible d'avoir des allers-retours avec l'organisme de certification qui va demander des informations complémentaires ou qui va peut-être lever
des gros points noirs sur les situations. Donc toi, tu dis donc environ une bonne année quand on est déjà un peu structuré en fait. Hein. Quand on est déjà un peu structuré, quand on a déjà un service qualité en interne pour aussi, gérer toute cette partie-là. Après nous au niveau des process, en fait, avant l'audit de certification réalisé par un organisme externe, il y a les audits internes qui sont faits. Donc ça, les audits internes, ça permet déjà, d'identifier des points qui seraient pas couverts et des exigences qui seraient pas couvertes. Donc ça permet déjà d'être sûr d'être à peu près à niveau avant de se lancer, de faire le grand saut de l'audit final. Parce qu'en fait, quand on est sur l'audit final, en fait, on peut avoir en fait, il y a des points d'amélioration, ça c'est juste des suggestions. Il y a des non-conformités mineures, donc ça, c'est pas bloquant, mais c'est des choses à améliorer et quand on a une non-conformité mineure, il faut fournir un plan d'action en montrant ce qui va être fait et comment ça va être fait et ça sera contrôlé l'année suivante et après il y a une non-conformité majeure. S'il y a une non-conformité majeure, on n'a pas la certification. Donc il faut Oui. vraiment se préparer en avant avec tout le travail en amont et les audits internes pour être sûr de ne pas aller sur une non-conformité majeure. Parce que sinon, c'est beaucoup d'investissements perdus. Oui. Et d'années perdues. Alors, alors on va là aborder la partie un peu très opérationnelle du métier et en tout cas du choix de l'hébergeur ou des éléments à regarder dans les offres d'hébergement données de santé. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a un véritable enjeu de ne pas se limiter au petit macaron sur le site internet d'un hébergeur qui dit je suis certifié HDS. Ça ne veut pas dire que l'offre que je vais souscrire est certifiée HDS. Il Ouais, faut être très clair, c'est une option. Enfin, c'est une tout à gamme. fait. C'est une Euh, c'est une gamme de services, faut voir que l'HDS, c'est vraiment un engagement fort pour le fournisseur et donc en fait, généralement qu'il y a un surcoût, au niveau de l'offre pour le client final. Du coup, un fournisseur ne peut pas ou ne va pas fournir à tous ses clients, même ceux qui ne sont pas concernés par la donnée de santé, un hébergement de type HDS. Sinon, ça l'obligera à prendre des engagements dont qu'il a pas besoin de prendre avec les autres de ses clients. Et donc, c'est vrai que ça, c'est le point clair à retenir. C'est pas parce qu'un hébergeur, un fournisseur est listé sur le site du gouvernement, euh, détaillant la liste des certifiés HDS, que l'offre que vous allez prendre chez lui est certifiée HDS. Et c'est pour ça qu'on a mis en avant un peu cette checklist. Pour moi, ça, c'est les points clés qui permettent de bien déterminer et choisir la bonne offre. Déjà, pour moi, le point clé, c'est identifier le besoin. Parce qu'on l'a vu, en fait, il y a plusieurs niveaux sur la certification HDS. Et donc, en fait, est-ce qu'on a besoin d'un data center dans lequel mettre des machines et donc on va assurer les autres niveaux? Est-ce qu'on veut héberger une application, mais c'est nous-mêmes qui allons piloter l'application, donc du coup, on veut juste un hébergeur d'application, donc par exemple un niveau 1, 2, 3, 4, mais qui n'a pas forcément besoin des niveaux supérieurs parce qu'ils vont être gérés par soi-même. Ou est-ce que je veux directement utiliser un service final, un service SaaS clé en main? En fait, comme nous, on fournit à Net Explorer et donc là, en fait, là, il faut être sûr que l'hébergeur, il ait bien les 6 niveaux parce que sinon c'est pas conforme. Donc ça, déjà, je pense que c'est le premier point, à identifier pour vraiment, se diriger vers le bon fournisseur. Et après, un autre point, qui est clé, c'est de s'assurer de contractualiser avec un fournisseur certifié HDS. Alors ça, je mets bien contractualisé parce que là, il y a quand même des points un peu délicats et des failles un peu exploitées par certains éditeurs qui mettent en avant sur leur site internet, qui proposent de l'hébergement de données de santé, mais en fait, eux-mêmes ne sont pas hébergeurs de données de santé. Eux-mêmes font appel à un sous-traitant qui est hébergeur de données de santé, mais l'éditeur en question ne l'est pas. Et vous, quand vous contractualisez avec un fournisseur, vous allez bien contractualiser avec le fournisseur éditeur, mais pas avec son sous-traitant pour l'hébergement de données de santé. Et en fait, il faut être sûr que dans le chemin et dans le cheminement, en fait, tous les acteurs sont certifiés HDS. Parce qu'en fait, nous, ce qui va être regardé, heu, légalement parlant, c'est est-ce que vous avez un contrat fournisseur, qui est certifié HDS? Oui, donc ça veut dire Donc que dans le schéma contractuel, la vigilance, elle est d'avoir à minima une annexe qui reprend les obligations de son sous-traitant qui lui est HDS et avoir les coordonnées de ce sous-traitant, etc. C'est pas une voilà, simple mention de la faculté 2 ni du service. Il faut savoir par qui il est opéré et que c'est ça. ce
Ce prestataire ultérieur, on va l'appeler comme ça pour suivre les éléments du RGPD, le sous-traitant extérieur, le prestataire ultérieur, lui sera mentionné Ouais. dans le contrat principal en fait. C'est ça. Il faut être sûr que la personne avec qui on contractualise soit bien certifiée HDS. Après, là, l'exemple est très simple à illustrer, hein. C'est par exemple si j'ai besoin d'utiliser le logiciel d'un éditeur qui me fournit un logiciel en ligne, mais avec de la donnée de santé. Si cet éditeur dit bah, pas de problème, je passe par un hébergeur qui est certifié HDS, mais que l'éditeur lui-même ne l'est pas, c'est pas conforme parce que l'éditeur va devoir opérer ce logiciel de données de santé, il va devoir faire des mises à jour, etc. Donc techniquement, il va être amené à manipuler et à traiter et à accéder à la donnée de santé, alors que lui-même n'est pas certifié HDS. Et ça, c'est pas du tout conforme. Et ça, c'est vraiment une prise de risque pour le client final qui pense être en conformité au niveau de la réglementation parce que l'hébergeur final est certifié HDS, alors qu'en fait, il n'a pas du tout un contrat HDS parce qu'il passe par un éditeur qui n'est pas certifié. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer vraiment, c'est le point 3, de vraiment avoir un contrat spécifique pour les données de santé avec le fournisseur. Je pense que là-dessus, ce qu'on peut quand même rajouter, c'est qu'il y a un point qui doit alerter, c'est aussi le coût du service. Quand on achète une voiture de luxe, et on peut dire que ce sont des services extrêmement complets parce qu'ils sont extrêmement complexes, Mhm. en l'occurrence, ça peut pas avoir le prix d'une citadine d'entrée de gamme. Ouais, c'est ça, tout à fait. Enfin, Et je pense il faut, c'est triste à dire, mais là, il y a quand même l'élément prix, l'élément tarif. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de broker sur le marché qui dit à date, donc j'en connais pas, qui dit les hébergements HDS, je le fais pour le prix d'un café par jour. Enfin, ouais. aujourd'hui, ça n'existe pas. En fait, tout simplement parce que être HDS, c'est des engagements supplémentaires pour le fournisseur. Et généralement, les fournisseurs low cost, en fait, ils se déchargent de tous leurs engagements. Donc, moins ils ont d'engagements, plus ils peuvent être low cost. Mais en fait, l'HDS, ça va dans l'autre sens. C'est des engagements forts. Et donc, obligatoirement, le fournisseur est bien plus responsable. Donc, il est obligé de mettre des moyens supplémentaires. Et donc, c'est un coût supplémentaire. En général, une offre HDS, c'est 20-25% plus cher qu'une offre standard. Et c'est là aussi où il faut bien faire attention de choisir l'offre HDS du fournisseur. Nous, par exemple, chez NetExplorer, on est certifié HDS, donc toute l'entreprise NetExplorer est certifiée HDS, mais on a deux gammes d'offres. On a une gamme qui n'est pas certifiée HDS pour nos clients, on va dire, standards, qui ne sont pas dans le domaine médical, et on a une gamme certifiée HDS pour nos clients qui sont amenés à traiter de la donnée de santé. Ça permet d'ajuster les tarifs et de ne pas fournir un service HDS à des personnes qui n'en ont pas besoin. Et ça, c'est un point clé. Ça me fait penser à un jour, on avait eu quelqu'un en profession libérale qui nous avait contacté en nous disant: ah ben moi, pour les données de santé, aucun problème, j'utilise Google et j'utilise Gmail. Je lui dis: mais Gmail, c'est pas du tout conforme pour stocker et envoyer des données de santé par mail. Il nous dit: ben si, regardez, je suis allé sur le site du gouvernement et sur la liste des hébergeurs certifiés, il y a Google. Donc, à partir du moment où il y a Google, Gmail, c'est Google, donc du coup, c'est conforme pour les données de santé. Et en fait, non, pas du tout. Parce que Google a des offres spécifiques pour les données de santé, mais le Gmail lambda que vous pouvez acheter en prenant Google Suite ou pire à titre gratuit n'est en aucun cas certifié HDS. Et la preuve, vous n'avez pas de contrat HDS et pour l'hébergement de données de santé signé avec Google pour utiliser Gmail. Je pense Et que ça, ça, c'est un point c'est clé. important. C'est important de le rappeler parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur qui est une confusion relativement entretenue par je vais dire le secteur au sens large. Hein. Il y a pas dans le sens où c'est quand même pas hyper transparent pour l'utilisateur et ce même des professionnels qui vont souscrire des offres dans le cadre d'activités. Tu citais des incidents d'infrastructure, on peut toujours en avoir. Il y a quand même une transparence nécessaire chez les prestataires, mais il y a aussi une compréhension de ce risque chez les clients de dire ok, je souscris à quoi, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que ça veut dire en termes opérationnels pour moi, même si on le fait très basiquement au travers d'un petit schéma en se disant voilà, j'ai besoin, donc on parlait des sauvegardes. Dans l'HDS, il y a cette idée d'intégrité et de restitution de la donnée. Dans les données au sens large, on a le même problème. Et aujourd'hui, la mise à disposition par des grands fournisseurs de services numériques ne permet pas nécessairement la restauration et la sauvegarde de l'intégrité de la donnée sur un temps, ne serait-ce que 30 jours. Mm, mm.
Ouais, Sans d'accord. s'assurer d'ailleurs, c'est un point que tu as évoqué tout à l'heure en disant on s'assure que la sauvegarde est chiffrée pour que s'il y a une intrusion, notamment dans le cadre d'une attaque, eh bien, ils n'aient pas accès à la donnée en brut. Bon, bah, typiquement, ça, sur Gmail, vous l'avez pas. Enfin, je veux dire, c'est basique, mais vos données ne sont pas chiffrées ab initio. Mmh. Dans vos échanges, les éléments ne sont pas chiffrés. Il n'y avait pas de clé de chiffrement dans vos échanges, etc. Donc, bon. Ensuite, Là, tu nous disais de... Oui, vas-y, pardon. ouais, Excuse-moi. non, non, j'avais rajouté que ça, c'est vraiment clé, en fait, pour s'assurer d'avoir la bonne offre. Ben, encore une fois, ce qui n'est pas écrit dans votre contrat n'est pas compris. Donc là, il suffit de prendre la facture du fournisseur et le contrat rattaché. Et donc, clairement, si c'est apte pour la donnée de santé, vous aurez un contrat clairement stipulé, contrat pour l'hébergement de données de santé. Et ça sera écrit noir sur blanc que le contrat est fait pour stocker et héberger des données de santé. Si c'est pas écrit, c'est que c'est pas le cas. Exactement. Ensuite, il y a la question de la... Donc, on en redisait tout à l'heure, tu parlais du périmètre de certification qui est en fait à analyser vis-à-vis du besoin du client. Donc, se Mmh. poser la question de son besoin pour savoir ce qu'on va être en capacité de manière effective de réaliser comme prestation en interne avec Ouais. cette idée de qualité de service. Hein. Faut être très clair. Ouais, tout à fait et beh, ça, en fait, et donc la bonne pratique, je recommande vis-à-vis d'un fournisseur, en fait, c'est de demander, une copie du certificat. Parce qu'en fait, un fournisseur, certifié HDS, est tenu légalement, hein, de fournir le certificat HDS. Et un certificat HDS, donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que donc déjà, ça vous permet d'être sûr que vous contractualisez avec quelqu'un qui est certifié HDS et qui est toujours dans une étape de conformité HDS. Parce qu'on l'a vu, hein, c'est cyclique, surveillance tous les ans, renouvellement tous les 3 ans. Donc quelqu'un peut être certifié HDS pendant une période, mais perd sa certification s'il est plus à la hauteur. Ça permet aussi de vérifier, les activités couvertes par le certificat HDS. Donc on l'a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, voir vraiment ce qui est couvert ou ce qui l'est pas. Et ça permet également de déterminer le périmètre du certificat et de voir quelles activités il a mis dedans et être sûr que l'activité que vous lui confiez fait bien partie, de la certification HDS. Voilà. Alors, Et puis sur ça va ce un peu plus loin que ça aussi, le certificat HDS, détaille les sites de l'hébergeur qui sont certifiés en HDS et ça vous permet de voir concrètement où vont être les données et qui va être amené à accéder aux données. Alors justement, joli lien avec le dernier point à aborder qui était lié qui est lié au lieu d'hébergement. Alors là-dessus, je vais jeter un petit caillou dans la mare tout de suite. Le lieu d'hébergement n'est pas suffisant pour garantir, je dirais, le champ d'application de la loi européenne à votre contrat et au régime qui s'appliquera aux données que vous allez confier à votre hébergeur. Je pense qu'il faut être très très clair. Parce que votre hébergeur héberge dans un data center en France, ça n'est pas suffisant pour garantir l'application du droit français si vous passez par des sociétés qui sont au-delà de nos frontières européennes. Donc, voilà, ce point étant dit, je vous renvoie également à notre webinaire de la semaine dernière sur la certification, enfin la demande d'autorisation préalable dans le cadre d'entrepôt en données de santé ou de riches échanges avec la CNIL nous avait alerté sur ce point. La zone d'hébergement des données, la zone géographique n'est pas suffisante pour en garantir l'intégrité, notamment vis-à-vis des lois extraterritoriales. Donc cela étant posé, il faut vraiment se poser la question de recourir à un acteur européen ou français en termes de compétences juridiques. Hein, c'est vraiment quelle est la loi applicable au contrat. Il faut se poser cette question-là. Plus largement, je voudrais aussi aborder ici l'enjeu de la continuité de service. Parce qu'on parlait de restitution à la fin d'un contrat ou lorsqu'on voulait changer de fournisseur. Il y a aussi cette idée de la continuité de service vis-à-vis des organisations lorsqu'il y a un incident.
comment on assure cette continuité quand tout le système d'information ou une partie du système d'information est tombé, lorsqu'on est, là on l'a vu sur certains acteurs qui ont déclenché des plans zéro numérique suite à des attaques informatiques. Bon, quand on est un établissement de santé, on comprend tous que passer à 100% de papier lorsqu'on n'avait plus rien en papier, c'est un problème. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'hébergement de données de santé papier est également un hébergement qui a une certification spécifique. Donc, il faut aussi l'avoir en tête. On ne peut pas se dire « Ah bon, bah, je mets rien sur le réseau, je vais tout mettre en papier ». Si vous l'hébergez, notamment vos archives chez des tiers, l'hébergement papier est aussi couvert par une certification d'hébergeur en données de santé papier. Donc, juste petite alerte là-dessus, on ne peut pas juste aller se cacher derrière le papier pour ne pas souscrire des offres qui sont, donc on l'a compris, un tout petit peu plus chères que l'offre standard. Est-ce que toi, tu as eu des cas clients, des remontées comme ça, des commentaires sur ces aspects, notamment sur l'hébergement, la localité de l'hébergement? Ah ben oui, alors c'est un point clé. Bah, après nous, en tant qu'acteur 100% souverain, donc on est bon, une entreprise 100% française, donc les clients viennent chez nous justement pour, déjà se prémunir des lois extraterritoriales, hein, et donc plus qu'avoir de l'hébergement en France, pour contractualiser avec une entreprise française et être sûr que 100% de la chaîne qui accède et qui contribue à fournir le service, est drivé par des entreprises françaises. Donc ça met une garantie à ce niveau-là. Et après aussi, moi j'y vois quand même un autre point qui nous est souvent remonté par les clients, c'est qu'il y a le fait de se prémunir à l'instant T des lois extraterritoriales, mais il y a aussi une garantie, mais de conformité dans la durée. C'est que le RGPD, c'est européen, et pour éviter de faire machine arrière et de se dire: «Ben oui, OK, peut-être que pour l'instant, je pourrais utiliser un acteur américain, un GAFAM ou autre, c'est conforme, ça passe en prenant telle et telle mesure». Mais en fait, on n'est pas à l'abri que dans 2 ou 3 ans, la réglementation change un peu et qu'en fait, on se retrouve coincé. Et là, quand on commence à mettre de la donnée chez un fournisseur, et qu'on commence à s'engager, légèrement, c'est quand même des objectifs long terme et on n'a pas forcément envie de changer du jour au lendemain, parce que la loi a changé. Et donc du coup, c'est vrai que dès le départ, faire appel à un acteur européen ou français, et bien, en fait, on est sûr que la législation applicable à cet acteur est la même que et c'est celle qui est applicable à soi-même, vu qu'on est aussi une organisation française. Et donc ça fait quand même une garantie de conformité dans la durée. Et ça, c'est des choses que les clients, en fait, apprécient énormément, quand ils viennent chez nous, vis-à-vis par rapport à un GAFAM. J'entends déjà les Ouais, je commentaires je et vois il vient d'être en comment le health data, effectivement, il y je a ce n'en débat. parlerai pas, mais Voilà, on ne rentrera pas dans ce débat. Je vous remercie de ce commentaire, mais vraiment, je c'est crois que l'illustration parfaite de exactement. ce cas-là. Mais on pourrait dire cordonnier les plus mal chaussés. On va dire ça. Voilà. Ouais, C'est à l'insu de leur plein gré. Moi, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Donc, ouais. en effet, sur ce point, bon, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut se poser la question de la réversibilité. Je pense en synthèse, hein, si on devait synthétiser, il faut se poser la question de la réversibilité, de qui a accès aux données, de avec qui on contractualise. Mmh mh. Quand c'est trop peu cher, posez-vous la question de ce qui du coup est porté par vos épaules en tant que client. Je veux dire, c'est qu'est-ce que j'ai acheté finalement pour que ce soit si peu cher entre guillemets. Et donc, qu'est-ce que moi je vais devoir garantir. Je vous donne une illustration qui a rien à voir avec les données de santé, mais qui quand même vous montre à quel point parfois on peut avoir des détails terribles. La relecture d'un contrat sur le développement d'un site internet où l'éditeur explique qu'il garantit la sauvegarde du site. Et puis en fait, quand vous lisez les exceptions aux sauvegardes, il ne garantit pas la donnée du site. Donc en gros, il garantit le texte qui s'affiche, mais tous les développements que le client aura pu faire lui lorsqu'il reprend la main, tous les éléments qui vont être ajoutés au site, et notamment tous les éléments qui sont liés aux statistiques du site, à son historisation, etc., il ne garantissait aucune sauvegarde. Donc, et il y a eu, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle et ça arrive rarement du coup sur nos bureaux, enfin pas dans ces conditions en tout cas. Évidemment, il y a eu un incident et l'éditeur du site a dit bah du coup je garantis pas ça. Je vous donne la maquette, ce que vous aviez décidé de base, mais aucun des développements contenus.
Voilà. Et Mmh. donc, il peut y avoir de très belles petites nuances qu'il faut aller regarder. Et donc, dans la question de l'HDS, Mmh. la question de l'étendue de la certification, la question des prestations en amont et en aval qui seront attendues. Si vous passez par n'importe quel hébergeur et que vous n'avez pas vous-même en interne de plan de continuité d'activité, de reprise d'activité, d'éléments qui quand même structurent en cas d'incident, vous mettez aussi peut-être un petit peu en danger. Donc c'est aussi ce moment-là de profiter, lorsque vous passez par des hébergeurs certifiés, de monter un peu le niveau global de conformité, d'organisation même des TPE, PME. Il y a pas de, pour moi, c'est Mmh. vraiment pas une question de taille. Ouais. Et ce que tu dis aussi me fait penser, sur un exemple malheureux mais concret. Il y a peu de temps de ça, avec le data center d'OVH qui a pris feu et tout un tas de clients d'OVH, ont, un peu discrédité OVH en disant: «Mais c'est pas normal, les données n'étaient comment ça se fait que ça prenne feu? Les données n'étaient pas sauvegardées». Mais en fait, OVH a totalement respecté ses exigences contractuelles. Ce qui devait être sauvegardé sur un site distant, comme écrit dans le contrat, c'était fait. Les services pour lesquels la sauvegarde n'était pas comprise, ben, n'étaient pas sauvegardés. Et c'était au client de le faire. Et ce que tu disais, je pense, est vraiment très juste et c'est un point clé. Quand on paye un service pas cher, faut pas s'attendre à avoir plus que ce pour quoi on paye. Donc, si vous payez un service pas cher, ben, c'est pour vous laisser entre guillemets du budget pour vous-même compléter et rajouter la sauvegarde ou ce qui manque pour que ce soit conforme à vos attentes. Et à l'inverse, quand un fournisseur se doit de s'engager et de proposer des mesures de sécurité fortes, eh bien, obligatoirement, le prix va être un peu supérieur et il ne va pas s'engager plus que vous ne le feriez vous-même pour vos données, pour, par exemple, 5 € par mois pour des téraoctets de stockage. C'est pas possible. Exactement. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Alors on nous a posé des questions dans le chat que je vais reprendre aujourd'hui, parce que, enfin maintenant, qui étaient: a-t-on besoin d'une certification HDS sur les plateformes de pilotage de conformité RGPD, vu qu'on n'y dépose pas de données de patients? Alors la réponse est évidemment non. Alors non, parce que surtout, quel que soit l'outil de pilotage d'une conformité, qu'elle soit celle du RGPD ou on va dire la loi, enfin n'importe quelle autre réglementation, l'idée de ces plateformes de pilotage, c'est bien de piloter un ensemble de procédures internes, un comportement. Ça n'est absolument pas de piloter de la data. La data brute, elle doit être vraiment ailleurs. Ne remontez pas ce type de données sur une plateforme, c'est pas sa destination, faut pas le faire. Donc évidemment, a priori, votre plateforme n'a pas besoin d'être hébergé chez un chez un hébergeur certifié HDS, vraiment pas. Ensuite, évidemment, on nous a fait le petit la petite alerte sur le Health Data Hub, mais on va pas rentrer dans le débat. On n'a pas 5 heures devant nous. Voilà. Et on me demande, qu'en est-il de l'hébergement des données de santé dans les collectivités? Alors, si on repart de la donnée, hein, évidemment, enfin de la donnée telle qu'elle est, de la définition telle qu'elle est posée par la réglementation, à partir du moment où vous traitez cette donnée et qu'elle révèle un état de santé, cette donnée doit être hébergée sur un hébergeur HDS. Je pense qu'il faut être, c'est très basique. Si vous décidez de ne pas de garder tout en interne, eh bien que ce soit une collectivité territoriale ou une entreprise privée ou un médecin libéral, enfin un médecin libéral ou quelqu'un du corps médical qui agit de manière, enfin avec un exercice libéral, vous êtes tenu à un certain nombre de sécurités, notamment dans le cadre de la sauvegarde, mais également en cas de faille de sécurité. Je vous invite à aller voir notamment des sanctions de la CNIL, qui a sanctionné en décembre 2020 des médecins libéraux pour non-sécurité de la donnée de santé des patients et absence d'information de la faille de sécurité. Donc, il y a la question de où était la donnée et il y a la question de la réaction face à la faille. Et ça, que ce soit une collectivité territoriale, une entreprise privée ou une personne libérale, ça change rien. Vous devez avoir cette vigilance. Donc, moi, j'ai tendance à vous dire,
aller directement vers un hébergeur en données de santé. Certes, ça coûte un peu d'argent, mais en réalité, ça coûtera moins de sommeil et de stress, in fine, parce que oui, mais moi je fonctionne comme ça au stress et au sommeil. Moi, ce qui peut me permettre de me permettre de dormir la nuit, vraiment, voilà, Je prends. je prends Ouais. exactement. Donc vraiment, c'est du stress en moins. Donc je pense que c'est pas un investissement finalement qui est Ben, faramineux, sachant. je pense même qu'on peut dire que c'est plus simple et moins cher de prendre un fournisseur certifié HDS que de mettre en place toutes les mesures pour assurer une conformité et un traitement sécurisé de données de santé en interne. Non, mais Parce après, que faut pas se raconter d'histoire en plus. C'est pas leur métier. Enfin, je veux et dire, c'est pas leur métier, c'est ça. enfin, le service informatique d'une collectivité territoriale, si on prend en moyenne les tailles de collectivités territoriales, on n'est pas sur les très grandes agglomérations, elles n'ont pas nécessairement un service qui va permettre de gérer tous les attendus de l'HDS. C'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, elles ont d'autres choses à réaliser et c'est ça qu'on attend aussi de ces services. Enfin, je pense qu'il faut Tout à être très fait. clair, chacun son métier. Enfin, Et euh, surtout qu'un fournisseur certifié HDS va obligatoirement faire ça pour tous ses clients. Et donc, en fait, il va y avoir un effet d'échelle. Il va mutualiser toute cette énergie pour l'ensemble de ses clients. Et donc, ça permet d'accéder à des niveaux de sécurité et de conformité très élevés sans emporter 100% du coût, parce qu'en fait, le coût est dilué entre l'ensemble de ses clients. Et c'est là où, pour moi, justement, c'est moins coûteux que de le faire en interne. justement, on me dit, faut-il se faire certifier ou pas, notamment dans le cadre de données de santé au niveau de la MDPH et du pôle social des départements. Ah, ça, on connaît bien, on a plein de clients MDPH. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez toutes les compétences requises en interne et que vous êtes sûr de les pérenniser dans le temps, faites-vous certifier. Et sinon, passez par un hébergeur certifié. En fait, c'est vraiment une question de vision long terme aussi. Je veux dire, décider. Là, on a une pensée émue pour le département de Seine-et-Marne, mon territoire, qui subit actuellement, enfin, qui a subi une attaque et voilà. Euh, alors, est-ce que la certification d'un élément de département va améliorer globalement le niveau de sécurité de l'ensemble des services? Je ne sais pas. Enfin, voilà, pour moi, c'est une question de gestion du risque. Là, aujourd'hui, la question que vous me posez, pour moi, faut-il se faire certifier ou pas? C'est une question de gestion de risque. C'est une question d'investissement. Et c'est la question de se dire, est-ce que je fais cet investissement sur 5, 10 ans, parce qu'il va falloir rattraper la marche, déjà en termes de conformité, rattraper la marche parce que je finis par avoir une petite connaissance de l'état de conformité globale, et il y a quand même des marches sur lesquelles il faut passer, faut être transparent. Donc, je sais pas s'il faut le faire. Je pense que c'est vraiment une étude interne, un état des lieux. Peut-être que la première étape avant de savoir s'il faut se faire certifier, c'est de savoir où on en est. C'est de se poser la question, si là j'avais un audit ISO 27001, je le passe ou pas? Et qu'est-ce qui me manque? Et si moi je relève des points majeurs de non-certification, eh bien, combien on met sur la table pour arriver à les corriger? Et qu'est-ce que ça a comme implication en domino, en fait? Je sais pas, Bertrand, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais il faut pas imaginer que corriger certaines choses, c'est suffisant. Parce que, en fait, dans l'informatique, c'est magnifique. Il y a un effet domino, peut-être sur tous vos applicatifs Mhm. ou sur plusieurs process de travail. Enfin, Et puis c'est surtout la conformité à l'instant T, mais il faut la maintenir dans la durée. Et donc pour moi, il est là aussi la vraie complexité, c'est que ça demande un effort conséquent. Et ça, que les collectivités ou d'autres organisations sont, enfin, comme tu disais, ont autre chose à faire, et donc c'est pas le sujet. Et après, je rajouterais aussi que, mine de rien, avec les fournisseurs, ça permet aussi des fois d'accéder à des outils qu'une organisation n'a pas forcément en interne. Euh, Nous, on le voit avec NetExplore, notre métier, c'est de fournir des solutions de partage et de stockage de données. Même une organisation qui se dirait, bon, ok, on met les mesures, on met les moyens nécessaires pour être au niveau de l'HDS, pour stocker nos documents, mais en fait, ils auront toujours un simple service de stockage de fichiers sur un serveur de fichiers traditionnel en interne, mais va se poser les problématiques d'accès distant, de partage de documents et d'envoi par mail, comment garantir la conformité à ce niveau-là, etc. Alors qu'en fait, dès le départ, un fournisseur peut aller un cran plus loin, et nous, dans notre cas, par exemple, on fournit une solution qui va amener des fonctionnalités de traçabilité avancée, la double authentification qui est incluse dedans, la sécurisation de la donnée de santé même avec l'envoi par mail, et toute cette partie-là. Et en fait, plus qu'un socle de conformité de sécurité, on vient chercher de la fonctionnalité qu'on ne pourrait pas avoir en interne, tout simplement.
tout à Et fait. ça, c'est aussi intéressant à prendre en compte selon ses besoins. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, on a fait un certain tour du sujet. Un certain Ouais, tour. un certain tour. On n'est pas en retard, c'est hyper bien. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat ou est-ce qu'on a répondu à vos questions, vos principales questions, on va dire, parce que toutes, c'est sans doute, Ouais, pas le cas. Il y en a sans doute encore beaucoup d'autres. En tout cas, merci Bertrand, d'avoir animé avec moi, bah, ce petit échange avec grand plaisir. et De puis toute façon. on vous retrouve, sur les réseaux rapidement. Oui, puis s'il y a d'autres questions ou autres, je pense qu'on peut nous recontacter sur les différents réseaux sans trop de difficultés. Oui, je crois qu'on arrivera à nous retrouver sans problème. En tout cas, Sans problème. merci beaucoup d'être venu. Merci à tous les participants, d'avoir été nombreux ce matin, et d'avoir participé avec nous, au travers de vos questions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bertrand encore, merci, d'avoir animé, d'avoir accepté d'animer, ce webinaire avec moi. Avec grand plaisir, Oriana. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut.